C'est quelqu'un. Ouais. Voilà, Asma Tabbal. Bonjour. Bonjour. Donc, on allait commencer. Alors, donc, aujourd'hui, on va voir les fluctuations d'échantillonnage d'un pourcentage. C'est-à-dire, on calcule un pourcentage, mais après, pourquoi on aura besoin de calculer justement l'intervalle de confiance et de comprendre un peu les fluctuations d'échantillons. Donc, pour commencer, on dira que l'effectif de la population étant généralement trop grand, ça on l'a dit la dernière fois, donc souvent on fait des études sur des échantillons représentatifs. Quand on dit représentatif, vous avez le cours sur l'échantillonnage, mais c'est juste, il faut garder à l'esprit que lorsque les caractéristiques de l'échantillon sont les mêmes ou presque les mêmes que la population, ça veut dire il est représentatif. Vous ne pouvez pas prendre un échantillon fait uniquement de femmes alors que votre population est moitié-moitié, par exemple moitié homme, moitié femme. Ça veut dire que d'emblée, votre échantillon n'est pas représentatif de votre population, etc. par rapport à d'autres caractéristiques. Donc, il faut noter que cet échantillon doit présenter les mêmes caractéristiques, on l'a dit, malgré une rigueur méthodologique. Ça veut dire que, quelles que soient les précautions que vous allez prendre, les paramètres observés au niveau de l'échantillon ne seront pas exactement les mêmes que ceux de la population. C'est-à-dire, j'ai une population, par exemple, d'1 million de travailleurs, par exemple algériens. Je prends, par exemple, les travailleurs dans une zone géographique et je les prends tous. Je calcule la prévalence du diabète. Par exemple, je trouverai un pourcentage. Et après, supposons que je ne l'ai pas fait. Je prends un échantillon très, très représentatif. C'est-à-dire, j'essaye d'être prudente par rapport à toutes les caractéristiques, etc. Je trouverai une prévalence. Mais pour qu'elle soit la même, exactement la même, calculée sur la population, là, ça ne sera pas le cas. Donc, elle va s'approcher. Vraiment, elle sera peut-être une différence de virgule, etc. Mais pour la trouver exactement la même, on pourra. Donc, si on considère un deuxième échantillon, c'est-à-dire, supposons on a pris un échantillon, le premier, on prend un deuxième, on calcule la même prévalence et on respecte les mêmes normes, c'est-à-dire on reste sur les caractéristiques de la population. On trouvera une autre valeur différente du premier échantillon et vice-versa, même si on prend un troisième jusqu'à un unième, on trouvera toujours des valeurs différentes, mais qui sont assez proches. Ce phénomène, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la variabilité biologique, qu'on appelle encore fluctuation d'échantillonnage. Donc, c'est ça. Quand on parle fluctuation d'échantillonnage, ça veut dire que on est en train de parler de pourcentage, mais ça s'applique à tous les calculs, même si vous prenez une moyenne, etc. Donc, vous prenez des échantillons, tous représentatifs de votre population, vous ne trouverez pas les mêmes valeurs calculées. Donc, elles seront proches, mais pas exactement les mêmes. C'est ce qu'on appelle fluctuation d'échantillonnage. Donc, on revient à notre échantillon. On a pris un échantillon, on a calculé une prévalence, par exemple, prévalence du diabète. Mais moi, mon objectif, c'est de connaître la prévalence du diabète, mais pas dans l'échantillon. Souvent, quand on fait des études, il faut, si vous voulez, je vous conseille, il faut toujours utiliser les bons termes. Il ne faut pas dire, par exemple, vous avez pris un échantillon de 100 personnes, vous avez calculé le diabète, la prévalence du diabète, et après vous dites, dans votre entreprise, par exemple, vous avez 500 travailleurs. Vous ne pouvez pas dire d'emblée, la prévalence du diabète dans mon entreprise est de 12%, par exemple. Il faut juste dire la prévalence du diabète au sein de ma population d'études, de la population de la présente étude, est de 12%. Vous voyez un peu? Parce que pour pouvoir extrapoler le résultat à la population de laquelle vous avez pris l'échantillon,
là, c'est un peu plus compliqué que d'utiliser juste, de supposer que puisqu'il est représentatif, donc certainement, c'est ça la prévalence dans la population. Est-ce que c'est clair pour le moment? Oui. Très bien. Donc, quand on parle de, si on étudie un peu cette fluctuation d'échantillonnage, ça veut dire est-ce qu'il y a des solutions pour pouvoir sortir de cette situation, d'être un peu plus dans la certitude, euh, du moins se rapprocher le maximum de la vérité, c'est-à-dire de la prévalence réelle dans la population, sans pouvoir bien sûr la calculer. Si je peux la calculer d'emblée et je prends toute ma population, c'est bon, c'est l'idéal. Mais ce n'est pas le cas. Ça demande beaucoup de moyens, beaucoup de temps. Et puis, vous aurez toujours des gens qui peuvent refuser de participer à l'étude. Donc, c'est ça, ce qui est écrit en vert, au fond, c'est ça l'objectif de ces connaissances-là, de ces informations qu'on va apprendre. C'est est-ce qu'on pourrait estimer P, c'est-à-dire la prévalence au sein de la population, si j'ai déjà P0 au sein de mon échantillon. D'accord? Donc, c'est-à-dire, vous avez votre P0, c'est la prévalence dans l'échantillon. Est-ce qu'à partir de ce P0, je peux me permettre d'estimer, à chaque fois que le mot estimer en épidémiostat, il a une grande valeur. C'est pour ne pas dire, parce qu'on ne va pas calculer, justement, parce qu'on aura, vous verrez à la fin, on aura un intervalle. C'est-à-dire, on ne pourra pas dire P égale A et donner une valeur exacte. C'est juste, on peut dire, elle va de A à telle valeur. Si on se base sur P0, on a pu calculer, si vous voulez, les valeurs de cet intervalle. Donc, on parle d'estimer. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Je passe. Oui. Oui. Donc, ça nous renvoie à une partie des maths très importante, c'est les probabilités. Donc, le concept de probabilité est un concept intermédiaire entre l'indétermination et la certitude. La certitude, parce qu'on est en train de faire des calculs et tout ça, utiliser, c'est des maths, mais en même temps l'indétermination, parce qu'on est dans les probabilités. Ça risque d'arriver, ça peut arriver, etc. Donc, une expérience aléatoire, quelle que soit, quand il y a n'importe quelle expérience qu'on va entamer, que ce soit un jeu, un choix, etc. Est-ce qu'il va réussir, il va échouer, il va tomber malade, il va pas, etc. Donc, une expérience aléatoire, pardon, est une expérience dont on ne peut prévoir avec certitude le résultat, parce qu'il n'est pas encore arrivé. De plus, il est impossible de décrire tous les résultats possibles. Mais on sait que c'est si vous voulez, la probabilité de cet événement, elle va entre 0 et 1. Il n'y a pas une autre possibilité. Soit c'est 0, soit c'est 1, c'est-à-dire 100%, soit c'est entre les deux, les 0, etc. Donc, la probabilité d'un événement, c'est, au final, c'est le rapport entre le nombre de cas favorables à l'événement, c'est-à-dire tout ce qui peut favoriser que ça survienne, et le nombre de cas possibles. L'exemple le plus courant, c'est, par exemple, on prend un sac plein de boules, donc il y a 10 boules, 3 sont blanches et 7 sont noires. La probabilité de tirer une boule noire, elle ne peut pas être 9 sur 10, parce que déjà j'ai uniquement 7 boules noires. Vous voyez? Donc le nombre de cas favorables, c'est quoi? C'est 7, parce que 7 boules noires ont déjà la couleur noire. Donc ça va dans le sens de cette probabilité. Donc c'est 7 sur 10. 10, c'est le nombre de possibilités. Je n'ai pas 11 boules dans le sac, donc c'est 7 sur 10. Ça, c'est classique et en course. On dit que là, c'est juste un peu parler des possibilités. Donc, on dit que deux événements sont indépendants. C'est important de connaître, par exemple, dans le langage. Après, on vous dit ce sont deux événements totalement indépendants. Donc, c'est important de comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tirer l'une ou bien la survenue de la première et ne va pas influencer la survenue de la deuxième, etc.
Dans un sac, par exemple, contenant 10 boules, 3 sont blanches et 7 sont noires. Si je retire et je ne remets pas, ça veut dire à la prochaine expérience, c'est influencé. Elle a été influencée par la première parce que je n'ai pas remis la boule. Si je fais l'inverse, je fais ma première expérience, je tire la boule et je dis, ah, c'est une noire et je calcule 7 sur 10, c'est ça la probabilité. 3 sur 10, elle sera blanche, 7 sur 10, elle sera noire et je remets à la deuxième, à la troisième. Ça veut dire que ce sont des événements indépendants. Il n'y avait pas d'influence. Vous ne pouvez pas me dire, ah, c'est parce que vous avez tiré la première, elle était noire, c'est pour ça la deuxième était noire. Pourquoi? J'ai remis, n'est-ce pas? Et j'ai un peu mélangé. C'est ça, deux événements totalement indépendants. On peut avoir aussi des situations où les deux événements sont incompatibles. Par exemple, avoir la maladie, ne pas avoir la maladie. Par exemple, avoir un diabète de type 1 ou bien de type 2. Il faut qu'il soit classé, soit type 1, soit de type 2, par exemple. Ce sont des événements, on parle alors d'événements incompatibles. C'est-à-dire, si on a le premier, c'est sûr qu'on ne pourra pas avoir le deuxième. D'une façon générale, lorsque vous avez, par exemple, la probabilité d'avoir de l'événement A et vous avez l'événement B, donc ça c'est l'événement A, l'événement B, il y a d'autres situations. C'est justement, ce sont deux événements indépendants ou bien incompatibles. Ça veut dire que vous ne trouverez pas ces deux rectangles, si vous voulez, chevauchés. Ils seront vraiment bien éloignés l'un de l'autre. Mais dans les autres situations, il y a une possibilité d'intersection. On parlera alors d'intersection entre A et B. C'est justement cette zone en mauve ou bien en violet qui représentera cette intersection entre l'événement A et l'événement B, donc entre la probabilité d'avoir justement d'être dans cette zone-là. Une autre possibilité, c'est de les avoir unis. C'est-à-dire, il suffit d'avoir l'un ou l'autre, on est dans A uni B. C'est juste pour comprendre les exemples suivants. C'est un petit rappel. Donc, on peut avoir les événements A et B d'une façon à être dans une probabilité conditionnelle. C'est-à-dire, je dis, quelle est la probabilité de A si B est déjà réalisé? D'accord? Donc, la probabilité que A se réalise, sachant que B s'est réalisé, on la représente comme ça, c'est la probabilité de A slash B, c'est-à-dire sachant que B, elle est égale à la probabilité de A intersection B sur la probabilité de B. Mais supposons que les deux événements sont indépendants, comme on a dit, donc il n'y aura pas ça. Donc, ça veut dire que ça va revenir à, je veux dire, c'est la probabilité de A intersection B, c'est la probabilité de A multipliée par la probabilité de B. Un autre exemple par rapport à cet exemple, par rapport à cette formule, si vous avez par exemple un dé à 6 faces, c'est l'exemple qu'on utilise le plus souvent quand on parle de proba, et on lance le dé. Donc, j'ai une probabilité, par exemple, d'avoir le chiffre 5. Elle est de combien? Si je lance un dé à 6 faces, elle est de 6. Très bien, 1 sur 6. Et si j'ai un deuxième dé, je le lance en même temps. L'un n'influence pas l'autre, n'est-ce pas? Donc, je suis dans deux événements indépendants. Mais je dis, quelle est la probabilité d'avoir aussi le chiffre 5 ou bien le résultat 5 à mon deuxième G, c'est-à-dire sur le deuxième D. Ça veut dire 5 au premier, c'est un sixième, vous m'avez dit un sixième. Et pour avoir le deuxième, c'est combien? Fois un sixième, Un douzième. 36. 1 sur 36. Très bien. Très bien. 6 fois 6, c'est 36. c'est vrai, c'est 36, c'est quoi 12 dire Ok, d'accord. Donc, pour les probabilités totales, c'est-à-dire que, comme on a dit la dernière fois, c'est uni. C'est d'avoir tout ça. C'est-à-dire, quel que soit. L'essentiel, on a quelque chose
soit A, soit B, y compris l'intersection des deux. C'est ce qu'on appelle probabilité totale. C'est justement la réunion des deux événements, c'est-à-dire la probabilité de A unie à B. Elle est égale à la probabilité de A en premier, plus la probabilité de B, mais si je reste là, je ne fais rien. Ça veut dire que cette zone-là, je vais la compter 2 fois, n'est-ce pas? Parce que je vais prendre la probabilité de A plus la probabilité de B, ça veut dire que cette zone, je l'ai comptée 2 fois. Donc, c'est pour ça, il faut faire après, il faut l'enlever 1 fois pour ne pas fausser le résultat. Donc, ça sera moins la probabilité de l'intersection. Est-ce que c'est clair? Là, ce sont juste des rappels et après, on ne va pas les utiliser de toute manière. Donc, c'est bon? Oui. Oui, c'est bon. Vous êtes là? C'est clair pour l'union? Donc, de toute façon, si les deux événements sont incompatibles ou bien, c'est-à-dire les deux rectangles sont éloignés, si vous voulez, vous n'aurez pas d'intersection. Donc, elle sera égale à 0. Donc, ça sera juste la probabilité de A plus la probabilité de B. Puisqu'on a dit ou soit l'une, soit l'autre. Donc, ça veut dire que je peux faire l'addition. Je fais la somme. C'est pas comme la première fois. J'ai dit, si je vous dis, lancez les deux dés. Si vous avez 2, vous êtes gagnant. Si vous avez 3, vous êtes gagnant. Donc, ça veut dire que vous allez calculer 1 sur 6 plus 1 sur 6. Parce que vous aurez, dans le tiers des cas, vous serez gagnant. 2 sur 6, c'est un tiers. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, on continue? Oui. Oui. Très bien. Donc, ça nous amène à autre chose aussi. C'est que vous avez toutes ces probabilités et puis quand il y a des probas, et après, à un certain moment, il y a une loi. Ça veut dire que on parle de loi de probabilité. Et on sait que notre expérience est en train de suivre telle ou telle loi de probabilité. Donc, on va un peu les connaître ou bien les réviser de façon succincte parce que dans chaque loi, en principe, elle fait l'objet d'un cours détaillé avec des exos et tout. Mais pour nous, donc sur le programme, il n'y a que ce cours où j'ai pu inclure ces lois. Donc, c'est pour les connaître, justement. Pour certaines, on va les réutiliser dans les prochains cours. On en a besoin. Et pour d'autres, c'est juste pour se rappeler. Donc, une distribution de probabilité d'une variable x est définie par l'ensemble des valeurs xi que peut prendre x, les probabilités respectives pi de ces valeurs. Donc, là, on n'a plus la valeur. C'est-à-dire, c'est comme si on va déterminer à l'inconnu. Et après, pour chaque valeur xi, il y aura sa probabilité pi. Donc, comme même pour les probabilités, on peut avoir, donc pour ces lois, elle aura une moyenne qui est définie par E de l'espérance, on l'appelle l'espérance de X, la même, mais elle a si vous voulez, la même règle, c'est la somme XI, PI, comme on a fait la dernière fois. La variance, c'est la même formule aussi. Donc, et après, si on fait la racine carrée de la variance, on a l'écart type. Mais bon. Donc, lorsque la variable est continue, il y a un nombre infini de valeurs xi. La distribution de probabilité est définie par l'intervalle. Donc, il faut se rappeler, si vous voulez, retenir ça, que lorsqu'on parle justement de loi de probabilité, il s'agit d'intervalle. Ce n'est pas une valeur comme ça, c'est une fonction, donc c'est un intervalle. Si vous avez deux valeurs, par exemple A et B, et vous dites quelle est la probabilité d'avoir X, une valeur pour la valeur, enfin, la variable, elle prend la valeur X située entre A et B. D'accord? Ça ne sera pas une seule valeur, ça sera un intervalle.
Et les gens peuvent le calculer avec des calculatrices, etc. Donc, c'est là. J'ai ici en abscisse mes valeurs, c'est-à-dire les variables. Si je situe mon x entre A et B, j'aurai tout ça comme probabilité. D'accord? Donc, c'est ça. C'est une fonction. Y égale f de x. Et comme on a parlé des variables discrètes, des variables continues, là aussi, les lois aussi peuvent être discrètes ou continues. Elles sont continues lorsqu'il s'agit quand il y a un grand nombre de valeurs, et elles sont discrètes quand on a un nombre limité de valeurs, par exemple les possibilités, échec, réussite, malade, non malade, etc. Donc, on parlera en premier des lois discrètes. Donc, la variable x prend des valeurs discontinues xi avec les probabilités pi. Bien sûr, toujours la somme des probabilités, elle est égale à 1. Donc, elles sont toujours dans 0,0, la somme totale sera 1. La moyenne ou l'espérance mathématique, c'est toujours, donc, elle a c'est la somme des xi, pi. Je vous dirai où est-ce qu'il faut, je dois vous expliquer. Je ne peux pas vous donner directement que les règles. Donc, il faut comprendre comme ça dans l'ensemble. Mais je sais que ça vous paraît très compliqué, mais j'insisterai là où il faut vraiment retenir ça. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous allez dormir entre-temps. D'accord? Vous allez me suivre et on va comprendre les aspects les plus intéressants pour nous, bien sûr. On n'est pas des mathématiciens, mais on va retenir ce qu'on va utiliser après. Donc, pour la variance, c'est toujours les mêmes formules. C'est juste, je reprends parce que certains aspects changent un peu. Des fois, c'est la forme mathématique de la formule, mais c'est le même principe. Le calcul de la moyenne, le calcul de la variance, c'est le même principe. Donc, les lois, toujours dans les lois discrètes. Donc, on va passer ça, c'est juste l'explication. On va au premier exemple, si vous voulez. Le cas, c'est une loi très, très importante. C'est la loi de Bernoulli. Mais notez qu'il n'y a pas de i ici. Il n'y a pas de i, mais on la prononce Bernoulli. De paramètre P. Quand on dit une variable, si je lis quelque part, c'est une variable qui suit la loi de Bernoulli de paramètre P. D'accord? Paramètre P, c'est la réussite, par exemple. Ça veut dire que je n'ai pas mille et une solutions, je n'ai pas plusieurs possibilités. Ça veut dire qu'il n'y a que deux possibilités. Il y a soit l'événement se réalise et ça sera symbolisé 1. L'événement ne se réalise pas, c'est 0. D'accord? Donc, on a donc P x égale 1, c'est P. Et pour P et X, pour la probabilité d'avoir un X égale à 0, c'est Q. Mais Q égale à combien? C'est 1 moins P. Parce qu'on a dit la somme des probabilités est toujours égale à 1. Donc, si j'ai deux possibilités seulement, ça veut dire lorsque j'ai ma probabilité P, l'autre n'est que 1 moins P. Est-ce que c'est clair pour cette partie? C'est important de retenir que lorsqu'on a uniquement deux possibilités, c'est-à-dire pour l'événement, on a P et l'autre probabilité, c'est P, 1 moins P. Généralement, elle est symbolisée Q, comme ça, petit p, petit q. On dit que X suit une loi de Bernoulli de paramètre P. Est-ce que c'est clair? Et là, voilà, si vous voulez, pour sa moyenne, donc E de X égale P, c'est normal, parce que c'est ça, on se concentre sur P. Vous allez me dire, mais pourquoi je ne considère pas que c'est Q qui est la moyenne? Pourquoi je la calcule par rapport à P? Parce que j'ai dit que je suis en train d'étudier l'événement P. Si je décide d'étudier l'autre événement, c'est-à-dire l'inverse, par exemple, c'est l'échec. Je veux étudier l'échec et non pas la réussite. Là, je vais inverser ici. Donc, c'est 1 qui deviendra l'échec et 0 deviendra la réussite. D'accord? Donc, c'est d'emblée, on détermine quel est le paramètre qu'on va étudier et après, c'est facile. La moyenne, justement, c'est la même chose. C'est E de X, c'est P et la variance, n'est que P fois Q. Donc, ce sont des formules très simples.
Et comme on ne va pas vraiment l'utiliser comme ça pour calculer, mais dans les exercices, généralement, c'est ce qu'ils utilisent. Donc, les lois les plus utilisées toujours après la loi de Bernoulli. Et pour la loi de Bernoulli, si vous voulez, on a pris un événement et on l'a étudié une fois. On a fait, par exemple, on a fait un examen et on a dit, alors, combien ont réussi, combien ont échoué, et après, je veux comprendre, si vous voulez, cette probabilité d'échec ou bien de réussite. C'est plus important de comprendre combien enfin, la probabilité de réussite. Mais si la même chose, c'est-à-dire le nombre de possibilités est uniquement 2, mais ça va se répéter. Par exemple, là, l'exemple que j'ai le plus souvent rencontré, c'est généralement, par exemple, c'est un jeu. Par exemple, au basket. À chaque fois, on réessaye avec une autre balle. Une autre balle, ça veut dire on a une série. On a une série il y a une répétition dans les événements. Parce qu'au fond, la loi binomiale, c'est une répétition de la loi de Bernoulli, tout simplement. C'est-à-dire les deux, vous avez toujours le même principe. 1, si l'événement se réalise. 0, l'événement ne se réalise pas. Mais il n'y a pas qu'une seule fois. Il n'y a pas qu'un seul essai. Il y a plusieurs essais. Donc, c'est un cheminement comme ça. C'est une répétition de ces essais. Du coup, elle sera définie de façon un peu différente. Donc, on s'intéresse à un événement E de probabilité P. Mais la variable X, elle représente le nombre d'individus présentant l'événement au niveau d'un échantillon de taille N. Là, par exemple, je vous donne l'exemple là. Je l'ai trouvé dans une vidéo. D'ailleurs, je vous ai laissé le lien ici, si vous voulez la regarder. Par exemple, si on prend un joueur de basket et on lui donne 4 chances. Là, notre N égale à 4. D'accord? Et à chaque fois, il y a deux possibilités. Soit il réussit, c'est un succès, soit il va échouer, c'est un échec. Si je vous dis d'emblée que la probabilité de réussir, elle est de 0,8. D'accord? Donc, et la probabilité d'échouer, elle est de 0,2. Après, vous allez déterminer votre, si vous voulez, votre loi, votre formule. Donc, directement, combien de fois il peut réussir? C'est ça l'objectif là. Ce n'est pas un seul essai. C'est justement de faire une série. Par exemple, ici, il a réussi, puis il a réussi, puis il a réussi au la troisième balle, si vous voulez, et encore il a réussi. Ça veut dire qu'il a eu 100% de réussite pour les 4 essais. Vous voyez? Donc, elle sera représentée comme ça, comme ça, comme ça, pour arriver. Là, il explique, si vous voulez, qu'on peut après déterminer, à partir d'une formule, d'emblée, quelle est la probabilité d'avoir 2 balles réussies, 2 balles dans le panier parmi 4. Quelle est la probabilité d'avoir une seule balle dans le panier parmi les 4, etc. Mais c'est ça, c'est pour un peu vous mettre dans le bain, c'est tout. Mais on ne va pas l'appliquer. Est-ce que c'est un peu clair? Ça va, oui. Dans l'ensemble, c'est ça. Donc, une loi binomiale, ça veut dire qu'il y a une expérience. Cette expérience, elle est aléatoire. Et en même temps, il y a 2 issues. D'accord? Donc, 2 issues, ça vous rappelle la loi de Bernoulli. Effectivement, c'est comme une loi de Bernoulli qui se répète. Donc, si je prends le succès comme P, pardon, je cherche le curseur. Donc, je prends le succès, c'est mon P. Et après, l'échec, c'est Q. Et Q égale à 1 moins P. C'est évident. Donc, en même temps, la condition pour pouvoir parler de loi binomiale, c'est que les 2 événements, si vous voulez, il faut qu'ils soient indépendants. Il ne peut pas, dans ce cas-là, ça s'applique. Parce qu'on ne peut pas dire, ah, il a réussi, mais il a échoué. Non. Soit il réussit, soit il échoue. Donc, ce sont 2 événements totalement indépendants. Donc, comme on a dit tout à l'heure, c'est ça la probabilité. C'est P de A fois P de B. Donc, en même temps, si vous voulez, on peut chercher comme ça, un par un,
Mais au final, on va arriver à une formule où K, par exemple, à chaque fois K, c'est combien de réussites. Là, il y a pour la probabilité d'avoir 2 réussites parmi les 4 essais, c'est celle-là, par exemple. Une réussite, etc. Et c'est ça la formule, on n'est pas obligé de la retenir, elle est là. Elle tient là en compte de P, c'est-à-dire la probabilité de réussir déjà, de Q, la probabilité d'échouer, mais en même temps N, c'est-à-dire le nombre de votre série, le nombre d'essais, et à chaque fois, c'est le cas qui va changer. K, c'est combien de réussites, combien le nombre. Pour cette fois, bien sûr, K, ça va aller entre 0 et N. Donc, comme ici, voilà. C'est bon, je passe? Parce que ce n'est pas l'objectif principal de notre cours. On va arriver à la loi normale. C'est la loi qu'on utilise le plus en statistique. Donc, là aussi, c'est juste que si on a besoin de calculer la variance pour une variable qui suit la loi binomiale, on ne va pas aller refaire tous les calculs. On a une formule. C'est juste n. Dans ce cas, c'est 4. P, c'est, on a dit, enfin, ils nous ont donné 0,8. Et Q, c'est 1 moins P, ça veut dire 0,2. Donc, si je fais si vous voulez, la formule, j'applique, j'aurai ma variance. La racine de cette variance sera mon écart type. Et j'aurai, bien sûr, la moyenne, c'est NP. C'est 0,8 fois 4. C'est tout. Vous voyez un peu. Donc, c'est vrai que on nous donne dans les cours, etc., ils nous donnent les formules pour comprendre, pour un peu, c'est comme une démonstration comment on est arrivé aux formules, mais on a le droit d'aller directement utiliser le formule tout en comprenant le principe, bien sûr, de ces lois. Une autre loi qui est importante, donc si vous entendez quelqu'un vous dit là c'est la loi de Poisson, il faut savoir c'est quoi la loi de Poisson. Donc pour la loi de Poisson, eux se réalisent ou eux ne se réalisent pas. Donc il n'y a pas vraiment deux événements, mais comme si le même événement, soit il arrive, soit il n'arrive pas. Donc c'est généralement, elle est très utilisée en épidémie pour les maladies très rares, comme le cancer par exemple. Donc, lorsque n est très grand et p très petit, c'est ça, n très grand, par exemple, je vous dis, vous pensez en Algérie, quelle est la probabilité de tomber, par exemple, ou bien de rencontrer un patient sidéen, ou bien qui est HIV+, si vous prenez en charge une population de patients algériens. Ça se calcule. Et justement, ça se calcule par la loi de Poisson parce que elle prend en considération l'événement. Soit il arrive, soit il n'arrive pas. Donc, l'approximation de la loi binomiale par la loi de Poisson, de paramètres. Donc là, on vous dit que lorsque n, c'est-à-dire c'est une application, si vous voulez, de la loi de Poisson, c'est lorsque n est très grand, comme on a dit par exemple. Je prends les âges. Et en même temps, p est très petit. Parce que la probabilité, la dernière fois, l'année passée, ils ont parlé de, je pense, 0,2, prévalence de sida, de HIV+, par exemple. Donc, c'est très petit. On peut faire l'approximation 0,2%. D'accord? Ce n'est pas 0,2, c'est 0,2%. Donc, l'approximation de la loi binomiale par la loi de Poisson de paramètre lambda égale MP. Donc, du coup, vous avez directement l'espérance, elle est égale à lambda et la variance égale à lambda. Donc, vous pouvez calculer directement, c'est-à-dire à partir de si vous voulez, la prévalence qu'on vous donne, vous pouvez deviner pour une autre variable, une autre valeur de x, finalement, quelle est la probabilité. Je vous donne un exemple, c'est plus facile à comprendre. Donc, dans une population donnée qui comprend 200 000 habitants, le nombre moyen de nouveaux cas de sida est de 15 par an. Là, ils n'ont même pas donné un pourcentage, c'est 15 par an. La probabilité d'observer 10 nouveaux cas par an est égale à 1. Et vous appliquez cette formule. D'accord?
directement, application mathématique. C'est-à-dire la probabilité d'avoir 10 nouveaux cas, pour une année par exemple, pour 2024 par exemple, vous allez prendre l'exponentielle moins 15. C'est quoi 15? C'est le nombre de nouveaux cas qui est connu, qu'on nous a déjà donné, la moyenne. Donc, et vous appliquez 15 puissance 10, 10 c'est ça, c'est-à-dire ce que vous cherchez à connaître, et vous trouverez, cette probabilité est de 0,049. D'accord? C'est clair? C'est juste pour un peu rattacher, j'aimerais bien rattacher, parce que même, enfin, qui va utiliser, il faut être un mathématicien ou bien un épidémiologiste, statisticien. Sinon, il faut au moins comprendre les applications des lois. Quand on parle de loi de Poisson, c'est généralement des maladies rares, bien des événements rares. Donc, on va appliquer ces formules, c'est justement pour avoir cette probabilité d'une façon assez exacte. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, on passe aux lois de probabilité continue. Quand on parle continue, c'est-à-dire il y a tellement de... on n'est pas dans les deux possibilités. On a, par exemple, fait au test de Résidana. On vous dit toujours le test de Résidana. Les résultats suivent la loi normale, suivent la courbe de Gauss, n'est-ce pas? On vous l'a dit. Ou non? On vous a pas dit ça? Non. Non? Vous savez pas? Vous savez pas que le logiciel de correction suit la loi normale? Non. Eh ben si. Si, donc là, parce que vous imaginez le nombre, déjà il y a un nombre important de candidats, mais aussi il y a un nombre important de questions. Donc on peut pas dire ils ont fait, ils n'ont pas fait. Et après pour déterminer qui a réussi, c'est vrai, après il y a le classement, mais c'est pour ça qu'on vous dit la moyenne cette année est tombée à 12. Parce qu'il n'y a pas, oui, ce n'est pas un examen au-dessus de 10. Vous avez réussi, en dessous, vous avez échoué. Non, c'est selon, justement, ils vous disent selon cette loi normale. C'est-à-dire, c'est concentré autour d'une moyenne et après, il y aura les écart-types, etc. Donc, et généralement, si vous prenez la glycémie, vous prenez 1000 personnes, vous leur faites les prélèvements, vous dosez la glycémie, vous allez trouver que les résultats de cette glycémie suivent une loi normale. C'est-à-dire, il y aura des valeurs comme ça, autour desquelles, c'est-à-dire, c'est quoi une loi normale? Au fond, vous aurez les résultats, la probabilité d'avoir ce résultat, etc., ça sera après une cloche. Et si vous faites l'histogramme, par exemple, parce qu'on a dit les histogrammes, c'est pour les variables continues, vous trouverez que la majorité de vos résultats se situe ici. Et c'est ça justement la moyenne, c'est normal. Et après, plus vous vous éloignez de la moyenne, plus la probabilité diminue. Donc, généralement, c'est ce qu'on appelle la courbe de Gauss, elle est en cloche. Justement, on va essayer de détailler un peu cette loi normale parce que c'est important. Donc, la loi normale ou la loi de Gauss, ou encore appelée la loi de Laplace-Gauss, est la loi de probabilité la plus utilisée en statistique. Elle prend ses valeurs dans l'intervalle moins l'infini plus l'infini. C'est-à-dire, c'est vrai, elle a une forme comme ça, mais on n'a pas la même forme. Des fois, elle est large, des fois, elle est centrée, elle est un peu plus haute, etc. Et puis, elle peut se situer à n'importe quelle valeur entre moins l'infini plus l'infini. Sa densité de probabilité est définie par f de x est ça. Bien sûr, vous pouvez la calculer par calculatrice si vous avez x et vous cherchez. Vous avez pour x, par exemple, vous voulez ce x. Je vous dis ici, c'est la valeur 2, par exemple. Bien sûr, je vous donne les valeurs. Et puis après, vous avez, je vous dis pour la valeur 2, calculer la densité. Parce que la probabilité, elle devient une densité, c'est-à-dire un intervalle. On a dit tout à l'heure qu'il s'agit d'intervalle lorsqu'on parle de probabilité. Mais vous avez la formule. Mais c'est pas ce qu'on va utiliser.
Voici, donc, comme j'ai dit, on peut la trouver comme ça, selon, elle dépend de deux, si vous voulez, de valeurs. C'est mu, la moyenne, et la variance. C'est pour ça, depuis tout à l'heure, on parlait de moyenne, de variance, etc. Donc là, si je prends prenez là, regardez la bleue, sa moyenne, donc mu égale 0, et sa variance, elle est de 0,2. Donc, elle est de 0,2. Elle est là quelque part. D'accord, etc. Regardez celle-là, elle est vraiment étalée comme ça. Et vous avez la rouge. La rouge, c'est la plus importante. On va revenir à cette courbe, à cette loi normale centrée réduite. Donc, la loi centrée réduite, c'est quoi? C'est lorsque vous avez votre mu égale à 0 et votre variance égale à 1. Ça veut dire même l'écart type égale à 1, parce que la racine de 1, c'est 1. Donc, c'est cette loi qui est utilisée parce que pour cette loi, on a les valeurs. C'est pour ça que j'ai dit, on ne va pas calculer en utilisant ces formules compliquées, mais on va justement, donc ce gosse, si vous voulez, après, il y a des tables qui répondent aux valeurs de probabilité, à toutes les probabilités par rapport à cette loi centrée réduite. Donc, pour les autres, il suffit de les ramener un peu par calcul à cette loi centrée réduite pour pouvoir calculer les probabilités. Donc, quand on parle, et puis elle a un grand intérêt, moi, si je regarde cette courbe, par exemple, verte, ou bien cette courbe marron, et je compare entre les deux. Vous vous rappelez la dernière fois, je vous ai donné les formules de calcul, on a parlé des mesures les mesures centrales, comme la principale, c'est la moyenne, n'est-ce pas? On a dit, si on a une série de valeurs, et après, on veut les situer par rapport à une valeur centrale, et ça sera notre moyenne. Mais après, il faut étudier un peu les mesures de dispersion. C'est pour un peu estimer les autres, pour voir est-ce que les autres valeurs s'éloignent beaucoup de cette valeur centrale ou bien s'éloignent un peu, etc. Si je vous dis entre la verte et la marron, l'écart type le plus grand, où est-ce qu'il est? Très bien. Et ça veut dire quoi? Si je vous dis, on donne des exemples comme ça. Si je vous dis pour l'une des courbes, entre la verte et la marron par exemple, j'ai en même temps 9, bon, pas 9, là j'ai moins de 2 par exemple, etc. Mais j'ai des gens, par exemple, qui ont eu 20 sur 20 et d'autres qui ont eu 0. Les valeurs sont vraiment éloignées les unes des autres. Donc, vous allez deviner que c'est la verte ou bien c'est la marron. Très bien. Les autres, est-ce que vous avez compris? Oui. Oui. En voyant, en regardant par exemple la courbe bleue, je devine que la moyenne, elle est 0, mais en même temps que les autres valeurs sont très proches de cette valeur moyenne. Parce que regardez comme elle est rétrécie. Elle est vraiment concentrée, cette courbe, n'est-ce pas? C'est vraiment l'inverse de la courbe marron. Ça veut dire que pour celle-là, pour la marron, les valeurs s'éloignent, les valeurs de la série, c'est-à-dire parce qu'il y a des valeurs, donc s'éloignent de la valeur centrale. Donc là, en parlant de x, bien sûr, sans aller après dans la probabilité. Alors, donc, une autre utilisation très importante, c'est que en regardant cette courbe de loi normale, généralement, vous avez la moyenne, elle est symétrique. Deuxième caractéristique, elle ne pourra jamais être en dessous de la ligne. Elle est toujours dans le champ comme ça, positif. D'accord? Mais elle peut aller, on a dit, de moins l'infini au plus l'infini. Là, si je prends moins 1, c'est-à-dire j'ai la moyenne, moins un écart type, plus un écart type. D'ailleurs, je vous ai dit la dernière fois, souvent vous trouvez
enfin souvent, toujours, vous trouvez la moyenne dans les articles, etc., vous allez toujours trouver plus ou moins l'écart type. Je vous dis la moyenne d'âge, plus ou moins 5 ans. Et bien, sur la loi, là, pour cette courbe aussi, généralement, donc, elle est vraiment symétrique et vous avez moins 1, par exemple, écart type, plus 1, écart type, moins 2, écart type, plus 2, écart type. Et regardez ici, si vous prenez cette densité ici de probabilité, et là, elle est vraiment, il n'y a pas grand-chose. Ça veut dire que la probabilité d'être là est vraiment très grande. C'est-à-dire la probabilité d'être autour de cette moyenne, d'être entre les deux écarts types, moins 2 écarts types, plus 2 écarts types, elle est égale à 95%. C'est-à-dire, si je vous dis, vous avez fait un examen, par exemple, et après, je vous dis, les résultats sont en moyenne, par exemple, de 12, avec un écart type de, je sais pas, 2. Donc, moyenne 12, écart type 2, n'est-ce pas? Ça veut dire, il y en a, je prends ici 12, 2 moins 2, c'est 10, plus 2, c'est 14, n'est-ce pas? Vous me suivez? Oui. Moins 2, c'est-à-dire moins 4. C'est-à-dire 12 moins 4, c'est combien? C'est 8. 12 plus 4, c'est 16. Donc, vous pouvez dire, vous allez dire à vos collègues, 95% des étudiants, bien de nos candidats, ont eu entre 8 et 16. Vous voyez un peu? Oui. Très bien. Donc, la loi normale dépend de deux paramètres, mu et sigma au carré. Sigma au carré, c'est la variance, mu, c'est la moyenne. De temps en temps, vous allez, je vous ai dit la dernière fois, on va utiliser des fois M, S, et des fois on parle de mu et sigma. Mu et sigma, ce sont les vrais, la vraie moyenne, la vraie variance. D'accord? C'est-à-dire vraiment dans la population. Donc, pour déterminer la probabilité d'avoir X entre A et B, on utilise la table de la loi normale sont très réduite, pour laquelle mu égale 0, sigma égale 1. C'est celle-là, la rouge. D'accord? Regardez, mu égale, elle est là. Mu égale 0 et sigma égale 1. Parce que pour celle-là, on a les valeurs. Si X suit une loi normale de moyenne mu et de variance sigma au carré, donc ça veut dire pour les autres, on fait comment? Ça veut dire que à partir de cette formule, très facile et très simple à appliquer, on peut, au lieu de parler de X, on parlera de Z. Z, pourquoi on lui a changé de nom? Parce que on est en train de changer de variable. On a changé la variable, c'est pour justement s'aligner sur la loi normale, sont très réduites. C'est-à-dire, j'ai X, mais en même temps, je connais mu et sigma. Mu et sigma de ma loi, si vous voulez, de ma variable. Je ne parle pas de ça. Ça, c'est évident, c'est toujours le même. Mu égale 0, sigma au carré égale 1. Mais moi, si j'ai une glycémie, je connais mu de ma glycémie. Je connais ces sigma au carré de ma glycémie. Et après, je veux trouver la probabilité. Quelle est la probabilité, par exemple, d'avoir une glycémie, je ne sais pas, supérieure à 1,5? Vous voyez un peu. Donc, pour pouvoir justement utiliser la loi normale, comme ça, directement, je ne pourrais pas. Il faut revenir à cette formule compliquée et l'appliquer. Vous pouvez. D'accord? Prendre directement f de x, etc. Et calculer. Mais si vous voulez utiliser une autre méthode, et c'est ce qu'on fait, et c'est ce qui est fait en fait, c'est justement d'utiliser, puisque pour la loi normale sont très réduites, les probabilités sont connues, si vous voulez, les valeurs sont connues, donc je ferai un changement de variable, comme si je vais un peu
décaler ma courbe pour qu'elle soit calquée sur la loi centrée réduite, tout en modifiant les valeurs, façon d'expliquer. Et après, comme ça, je vais pouvoir utiliser les tables de calcul de la loi centrée réduite. Comment? Donc, en changeant la variable, c'est que voici mon x. J'ai dit, par exemple, pour la glycémie, 1,5. Et je connais mu. Supposons que mu, c'est 1,1. Donc, je vais faire x moins mu divisé par sigma, j'aurai mon z. Et c'est ce z que je vais utiliser. D'accord? Bien sûr, le résultat que j'aurai avec z va s'appliquer à mon x. Est-ce que c'est clair? Comme ça, le principe. N'essayez pas de comprendre. Après, ça veut dire c'est juste comprendre le principe, comme ça, étape par étape. Est-ce que c'est clair pour le moment? Le principe que on dispose déjà de tables de calcul pour la loi centrée réduite. Donc, pour toute variable qui suit, à condition, elle suit une loi normale d'une façon générale. Parce qu'il n'y a pas que la loi normale dans le monde des maths. Donc, il faut qu'elle suive une loi normale. Après, en appliquant cette formule simple, j'aurai le droit justement d'utiliser ces tables. Est-ce que le principe est simple, est clair? Ça va. Très bien. Justement, voici la table de la loi normale centrée réduite. Pour les autres lois normales, il n'y a pas de table. Est-ce que vous avez compris ça? Ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité de calculer, si vous voulez, de calculer cette probabilité qui représente l'intervalle. Ça va de soi, c'est compliqué, calculer l'intervalle. Donc, alors que pour la loi centrée réduite, on a les tables. Donc, c'est ça. Voici une table, c'est la table de la loi normale centrée réduite. Elle représente ça. C'est-à-dire, elle donne la valeur de Z alpha telle que alpha égale, alpha c'est quoi? Alpha c'est la probabilité. Donc, alpha c'est P, mais elle ne donne pas P d'une valeur, c'est d'un intervalle. C'est-à-dire, quelle est, comme si je pose la question, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Quelle est la probabilité, par exemple, d'avoir une glycémie supérieure à 1,5? Mais je ne vais pas utiliser 1,5 ici parce que le 1,5, c'est mon X. Après, je dois prendre le mu, c'est-à-dire la moyenne de glycémie dans ma population, la variance, l'écart type, parce que c'est la racine. Là, c'est la variance. Donc là, je vais prendre l'écart type et j'applique ma formule. De toute façon, on va illustrer par un exemple. Et une fois j'ai ce petit z-là, je vais l'utiliser. Je vais chercher son alpha. D'accord? Une fois j'ai le z, le principe c'est quoi? C'est que j'ai une valeur. Supposons que j'ai trouvé z égale à 0,7. Allez, je vais chercher. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher ici. 0,7, 0,7, 0. Vous voyez, dès que je trouve, là, il y a beaucoup de 0,7. Il me faut plus de précision. Est-ce que j'ai 0,77, 0,75? Vous voyez un peu. Supposons 0,75. Et je prends 0,75. Je vois ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai alpha, c'est 0,025. Concentrez-vous bien ici, s'il vous plaît. Donc là, je prends, si vous voulez, la ligne et la colonne. Ici, c'est 0,2. C'est toujours alpha. C'est juste ça, c'est après la virgule. Et là, c'est la première valeur après la virgule. Donc, 0 pour Z. Supposons qu'en faisant ce petit calcul, j'ai trouvé Z égale à 0,75. Même si je ne trouve pas exactement 0,75, je cherche la valeur la plus proche, qui s'approche le plus de mon Z. Que ce soit négatif, il peut s'agir d'une valeur négative. Je cherche alors parmi les valeurs négatives ou bien une valeur positive. Supposons que c'est celle-là. C'est la valeur qui se rapproche le mieux ou bien le plus de la valeur que j'ai trouvée. Alors, je vais lire, c'est 0,2, 25. Ça veut dire 0,225. Ça veut dire que la probabilité d'avoir
Supposons que c'est ça la signification. Ça veut dire que la probabilité d'avoir une glycémie dès qu'il dépasse 1,5, etc., c'est ça. Elle est de 0,225. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, je prends cette valeur parce que c'est la plus grande et je rajoute cette valeur après celle-là. Donc, ça devient alpha égale 0,225. 0,2 plus 0,025, c'est 0,225. Est-ce que c'est clair? Et c'est une probabilité. C'est une, je peux voilà, la rendre sous forme de pourcentage. Elle sera 22,5, n'est-ce pas? Ou bien, oui, 22,5, 22,5. Est-ce que c'est clair? Donc, on Vous fait êtes la là? somme Oui. du croisement, la ligne et la Très bien. colonne. Oui, oui, tout simplement. Parce que là, c'est une valeur importante. 0,5, 0,6. De toute façon, vous avez remarqué, ça ne dépasse pas 1. On parle de probabilité. Oui, Donc, elle est située entre 0 et 1. 1, c'est ça. Le maximum, on a 0,995. D'accord? d'accord. Donc, le reste, dès que j'ai mon Z, je peux déterminer mon alpha. Mon alpha, c'est quoi? C'est la probabilité d'être en-dessus de cette valeur. Ce n'est pas de cette valeur. Ce n'est pas une probabilité exacte de Z alpha. Non. C'est justement d'être en-dessus, c'est-à-dire tout l'intervalle. Regardez le schéma. Ça, c'est important. Et puis, je vous conseille. D'ailleurs, je viens de voir une vidéo où il a, pour la même loi normale centrée réduite, il n'a pas utilisé cette table. Il a utilisé une autre table. Ce n'est pas vraiment différent, c'est juste pour ma table ici. Il vous donne les valeurs en dessus de Z alpha. Dans sa table, ça vous donne les valeurs, c'est-à-dire la probabilité des valeurs en dessous. Donc, au final, ça revient au même. Vous voyez un peu. Donc, il faut faire très attention à chaque fois que vous utilisez une table ou bien une loi, il faut vérifier la signification. Ça, c'est Z supérieur à Z alpha. Et vous voyez toujours, vous avez toujours le schéma qui vous montre. Comme ça, vous serez situé. Est-ce que c'est clair? Oui, Généralement, on pratique comme ça. En pratique, on l'utilise uniquement dans les exercices, pas pour les calculs réels, etc. Pas pour les statistiques de vos études et tout ça. OK? Donc, on fait un autre exemple. Euh, alors, donc, voilà. Par exemple, Z supérieur à 0,358. On recherche à l'intérieur du tableau 0,358. On revient. Cherchez-moi 0,358. Est-ce que vous voyez bien? Ça va, c'est clair? Alors, cherchez 0,358. Donc, généralement, bon, il y a une logique dans la table. Là, il ne faut pas croire que c'est comme ça. Regardez, là, c'est un peu par ordre. D'accord? Donc, oui, 358. Donc, 358. Donc, 358. Très bien, Chevigny. Donc, c'est 0,36. Très bien. Vous voyez comment il a fait? Il a trouvé, dès qu'il a trouvé 0,358, il a regardé ici, c'est 0,3. Puis, il a rajouté ça, et c'est 0,36. C'est clair? Oui. Un autre exemple. Le poids de naissance, il ne faut pas, moi l'objectif c'est que c'est bon, dorénavant vous n'avez plus peur de cette table. Vous la voyez, vous cherchez comment l'utiliser, vous pouvez l'utiliser sans aucun problème. Donc, le poids de naissance d'un nouveau-né, par exemple X, suit une loi normale de moyenne mu égale à 3,3 kg et de variance égale à 0,25. Bien sûr, si on met la valeur au carré, il faut mettre l'unité au carré. Donc, quelle est la probabilité? C'est bon. Par exemple, j'ai pris, je ne sais pas, pour une maternité, une wilaya, etc. On a calculé le poids de naissance, on a trouvé la moyenne, elle se situe à 3,3 kg. Et la variance, elle est de 0,25. C'est-à-dire l'écart type, il est égal à
La racine de La racine de sigma au carré, et c'est la racine de 0,25. Donc, c'est 0. 0,5. Très bien. Donc, quelle est la probabilité? Et on se pose, quelle est la probabilité d'avoir, comme si je veux, c'est très important, hein. Imaginons que, par exemple, on sait qu'en dessous d'un certain poids, il faut une certaine prise en charge. Il faut une couveuse, il faut peut-être perfusion. Donc, ça me permettra de calculer, par exemple, mes besoins. Vous voyez? Peut-être il me faudra des tubes pour des prélèvements. Donc, je peux d'emblée calculer la probabilité d'avoir justement ce poids, d'avoir des bébés en dessous d'un certain poids de naissance, comme quoi ça me permettra de planifier. Donc, ici, par exemple, ils vous disent quelle est la probabilité d'avoir justement un poids de naissance inférieur à 2,3 kg. Donc, j'ai mon mu, j'ai mon sigma et je calcule. Donc, on commence par faire le changement de variable. C'est ça, on a dit que ça suit une loi normale. Très bien, donc j'ai le droit d'utiliser justement la loi centrale réduite, mais de toute façon, je dois faire le changement de variable. Comment? On a dit que z égale x moins mu sur sigma. Pas sigma au carré, sigma. Et je calcule. C'est 2,3 moins 3,3 divisé par 0,5. C'est égal à moins 2. Donc, moi, l'objectif, qu'est-ce qu'on a dit? Moins, inférieur à 2,3. Donc, je respecte le sens. Et après, ça veut dire que je dois chercher P, la probabilité, pour Z inférieur à moins 2. D'accord? Donc, je reviens à ma table. Je cherche moins 2. Qu'est-ce qu'il est le moins 2? Moins 2, moins 2, moins 2. Il n'y a pas de moins 2 comme ça directement, mais je peux trouver la valeur la plus proche de moins 2. Donc, les moins, on voit bien qu'il y a ici, il y a plein de valeurs négatives ici, donc il faut chercher ici. Regardez ici. Moins 2,05. Il faut prendre celle-là ou bien celle-là? Est-ce que ce sont les valeurs les plus proches? Ou bien vous avez trouvé autre chose? Moins 2, oui, c'est moins 2. Est-ce que c'est 1 moins 1, 96? Ça veut dire, je suis... Pardon? Vous avez dit quelque chose? Très bien. Et là, c'est 0,5. Voilà, 46. Oui, c'est celle-là. Donc, on trouve, voilà, 1,96 et ça répond à 0,9 et 0,75. N'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est 0,975. Mais là, il ne faut pas oublier que la table, elle ne me donne pas. Donc, au fond, on s'est un peu trompé. On est allé directement chercher la valeur moins 2, n'est-ce pas? C'est vrai, il faut chercher son alpha. Mais il faut toujours vérifier après et relire la question. Est-ce que je cherche inférieur, supérieur, etc. Là, ce qu'on a dit, là, elle me donne le PZ supérieur à Z alpha. Alors, eux, ils ont demandé inférieur, n'est-ce pas? Inférieur à moins 2. Donc, pour PZ, P de Z inférieur à moins 2, c'est l'inverse. Il faut prendre ce qui reste, c'est-à-dire c'est 1 moins PZ supérieur à moins 2. Comme si j'ai fait ça. Supposons que c'est ça. Si la table me donne ce qui est là, mais moi, ils m'ont demandé de prendre inférieur à ce poids, c'est-à-dire c'est ce qui est inférieur à cette valeur. Donc c'est 1
Parce que ça, plus le reste, c'est égal à 1. Tout ça, tout ça, tout ça. Sous la cloche, c'est 1. La somme des probabilités égale à 1. Donc, à chaque fois que vous avez besoin d'une partie et vous avez l'autre partie, ne vous inquiétez pas, c'est très facile. Il suffit de faire 1 moins ce que vous avez. C'est ce qu'on fait ici. On a P de Z supérieur à moins 2, c'est 0 justement 975, mais moi j'ai besoin de l'autre partie, c'est inférieur. Donc je prends moins, 1 moins ce que j'ai. Oui. C'est tout simplement, si je suis dans le même sens, c'est-à-dire inférieur, inférieur, donc je prends directement approximation avec la loi normale est jugée satisfaisante si n fois p est supérieur et égal à 5 et en même temps n fois q, c'est-à-dire q c'est 1 moins p, n'est-ce pas, aussi supérieur ou égal à 5. C'est ça la condition. Donc, généralement, ces conditions sont vérifiées, même quand on peut pas les vérifier avant de calculer, on doit les vérifier après les calculs. Donc, aussi, il y a des lois qui ont dérivé de la loi normale. C'est la loi de Kide ou la loi de Pearson qu'on utilise lorsqu'on fait le test de Kide. La loi de Student, vous allez l'utiliser lorsque vous allez faire la comparaison des moyennes. Et aussi la loi de Fisher, aussi on l'utilise pour les petits effectifs quand on compare les pourcentages, entre autres utilisations, bien sûr. Ça, c'est ce que je connais. Sinon, ce sont des lois utilisées aussi. Donc, la loi du Kide, soit K variable, aléatoire, indépendante, c'est-à-dire plusieurs variables. Chacune suit une loi normale centrée réduite. C'est à peu près le même principe comme on a dit que la loi binomiale, c'est comme une répétition de la loi de Bernoulli. Là aussi, la loi de Kide, c'est comme un nombre important de lois normales centrées réduites. Donc, U, si je prends U, c'est-à-dire je fais les carrés, regardez, là, c'est les carrés. D'ailleurs, vous allez deviner après quand on fera le test de Kide, c'est qu'à chaque fois, on parle de carrés. On porte au carré les différences, etc. Parce que ils ont trouvé que ce sont les carrés de Z1, Z2, etc. La somme des carrés, c'est cette somme, elle suit la loi de Kide à KDDL, degré de liberté. Et après, quand on fera le test de Kide, je vous donnerai aussi comment trouver quel DDL utiliser. Donc, voici la loi, voici la table. Donc, la table, c'est la table de la loi de Kide. Cette table, on va l'utiliser, Inch'Allah, quand on fera la comparaison des pourcentages. Donc, chaque ligne sur la table, elle correspond à un degré de liberté. Regardez ça, DDL, c'est degré de liberté. Donc, vous avez un nombre assez important. Après, vous avez 30, 40, vous n'avez pas 32, 33, c'est ça. Après, c'est 40, 60, 100. Donc, il y a certains DDL pour lesquels il n'y a pas de valeur. Donc, voilà. Donc, une fois on a le DDL, on a le alpha. Donc, alpha, c'est la probabilité. Et vous avez votre valeur. Dès que vous avez la valeur, vous pouvez trouver votre alpha. Par exemple, ici, si U suit une loi qui a 2 DDL, dès que je vous dis 2 DDL, allez chercher, par exemple, la deuxième ligne. Et après, cherchez votre valeur. Ici, par exemple, P, la probabilité
d'avoir U supérieur à 7,38. Toujours, on parle de supérieur, par exemple. Ce n'est pas une valeur égale, c'est-à-dire ce n'est pas la probabilité d'avoir une valeur, c'est d'avoir l'intervalle. Donc, avoir U supérieur à 7,38, c'est ici, et c'est, vous regardez directement la valeur d'alpha en dessus, vous avez votre alpha, 0,0,7, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Ça a l'air très compliqué parce qu'il y a plein de valeurs. Donc, ça vous donne la possibilité de trouver la valeur selon votre besoin. Mais regardez ici aussi, à chaque fois, il faut comprendre la signification du schéma. Ça veut dire que ce que vous allez trouver, c'est la probabilité, c'est ça, alpha. C'est alpha qui représente l'intervalle, c'est-à-dire c'est la probabilité. La probabilité d'avoir quoi? C'est vous allez être au-dessus de ce x au carré alpha. C'est-à-dire, on a dit que ce sont les carrés qui suivent une loi. Mais bon, pour l'utilisation, ça sera beaucoup plus facile que on trouve une valeur, on va dans la table et on cherche est-ce qu'elle est située en dessous ou bien en dessus de l'alpha qu'on a fixé. Et c'est bon, ça nous permettra de dire différence significative ou non significative. Tout aussi simple que ça. Mais c'est bien de connaître dès maintenant que c'est une loi qui est dérivée de la loi normale, centrée réduite, et qu'on peut l'utiliser. Voici ça. Donc là, c'est une partie assez particulière. C'est juste pour dire que lorsque vous tombez sur des DDL où il n'y a pas les valeurs sur la table, vous pouvez après revenir à votre table de loi centrée réduite à partir de formules. Mais bon, ça c'est. Donc la loi de Student, soit Z, une variable suivant la loi normale centrée réduite. C'est-à-dire, c'est ça, elles ont, si vous voulez, elles ont démarré, ces lois, elles ont démarré de la loi normale centrée réduite pour arriver à d'autres applications, d'autres utilisations pour faciliter les tests et les calculs, enfin, surtout de probabilité. Donc, Y, une variable suivant une loi de qui 2, à K DDL indépendante de Z, alors T, dès qu'on calcule T, on sait que T suit une loi de Student à KDDL. Et aussi là, on a la loi, on a la table. Donc, il suffit aussi fixer quel est le DDL, quel est le degré de liberté dans lequel on est. Et on cherche après notre T. Bien sûr, T, toujours A égale T supérieur à T alpha. Dès que j'ai mon T alpha, par exemple, j'ai une valeur quelque part. Je sais que je suis au 6e DDL et j'ai mon T alpha que je viens de calculer et je cherche les valeurs, c'est-à-dire en dessus de 2,44. C'est-à-dire mon alpha, ça sera 0,025 par exemple. De toute façon, vous verrez ça après, selon les cours. Donc, enfin, la majorité de ces tables, on va les utiliser après. Donc, la loi pour le student, c'est pas moi. Donc, c'est professeur Fannem qui va l'utiliser pour la comparaison des moyennes, normalement. Sinon, non, vous connaissez que ça existe. La loi de Fisher. Donc, là aussi, le Fisher, il y a déjà le test de Fisher. Donc, là aussi, c'est une application. Donc, c'est une lecture sur une table. Elle est, bon, pour le Fisher, c'est très compliqué. De toute façon, les alphas sont limités. Donc, il y a un nombre de valeurs. Donc, il y a 4 possibilités seulement. Et elle donne pour chaque couple K1, K2 la valeur. Mais ça, bon, ne vous cassez pas la tête pour ça. C'est juste, vous connaissez là les lois qui dérivent. Voici la Maintenant, on arrive si vous voulez, à la partie la plus importante. C'est justement, qu'est-ce qu'on a dit? On a démarré, c'était, si vous voulez, c'est une grande parenthèse qu'on vient d'ouvrir et de fermer. Donc, c'est bon. Donc, on revient, mais on ne pouvait pas comprendre pour l'intervalle, vous allez voir, pour l'intervalle de confiance, si on n'avait pas parlé de probabilité et parlé de toutes ces lois. Donc, après, on revient à, si vous voulez, à notre point de départ. On a dit que lorsqu'on fait
on fait une étude, on fait un calcul, on a une prévalence. La prévalence, c'est un pourcentage. Donc, dans un échantillon, et après, on aimerait bien savoir, ou bien estimer, c'est ça le terme, estimer la prévalence au sein de la population. La population, bien sûr, de laquelle il a été pris, votre échantillon. C'est bon, on revient à cette notion importante. Justement, donc lorsque vous avez votre P0, P0 c'est l'estimateur de P, c'est votre, au fond, c'est la prévalence calculée au sein de votre échantillon. Donc, on a dit que pour avoir une valeur exacte, vous pouvez pas. Si vous voulez avoir votre prévalence de la population, là, vous allez calculer. Mais pour avoir un intervalle, pour avoir l'intervalle de confiance, ça sera possible. Donc, intervalle de confiance de P dans le cas des grands échantillons. Là, on va donner deux possibilités. Si vous avez pu avoir un grand échantillon, donc vous avez une façon de calculer. Si vous n'avez pas pu avoir un grand échantillon et vous avez eu votre prévalence, comment faire? Donc, la variable P0 suit une distribution normale. Ça, c'est une condition. D'ailleurs, dans les calculs et tout ça, en principe, on vérifie que nos variables suivent une loi normale, une distribution normale. Et ça existe dans les logiciels. Donc, ils vous donnent ça. Donc, à la condition que la taille n de l'échantillon soit suffisamment grande. Quand on parle suffisamment grande, généralement, c'est en dessus de 30. D'ailleurs, je vous conseille, lorsque vous faites des mémoires, essayez toujours de au moins dépasser largement la valeur 30 pour être à l'aise. Donc, c'est-à-dire que NP, on a dit quelque part que les conditions pour pouvoir utiliser justement la loi centrale réduite, il faut que NP soit supérieur ou égal à 5 et NQ supérieur ou égal à 5. Donc, bien sûr, Q, c'est 1 moins P. Ça, c'est évident. Donc, dans ces conditions, c'est ça. À chaque fois qu'on veut utiliser quelque chose, un principe et tout, il faut respecter les conditions. Donc, dans ces conditions, on peut écrire que P0 suit une loi normale de moyenne P, pas P0, et de variance PQ sur N. Bon, pour arriver où? Donc, on n'a pas, mais malheureusement, on n'a pas P et Q, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on n'a pas pu avoir la prévalence. Donc, on va la remplacer par P0, Q0 et voici votre intervalle. Pourquoi intervalle? Parce que regardez votre P. C'est-à-dire, je suis en train de dire ma prévalence, si je reviens au diabète, je calcule la prévalence du diabète dans un échantillon et je trouve par exemple 12%. Et après, je veux estimer la vraie prévalence au sein de la population de laquelle l'échantillon a été tiré. Quand je dis tiré, c'est-à-dire tiré et représenté. Si je prends par exemple un échantillon de travailleurs dans une entreprise, après, et mon échantillon est représentatif de l'entreprise, je n'ai pas le droit de dire les Algériens après. N'est-ce pas? Je ne peux pas dire après, je vais estimer la prévalence du diabète en Algérie. Mon entreprise ne représente pas l'Algérie. Mon échantillon représente d'une certaine manière, j'ai essayé de respecter au maximum les normes, donc mon échantillon représente l'entreprise, il est représentatif de la population de l'entreprise. Donc dorénavant, même si je peux estimer la prévalence, je l'estime pour l'entreprise. Maintenant, si le ministère de la Santé, après, prend les polycliniques à l'échelle nationale, il fait un échantillonnage vraiment étalé, il prend des vieilles, des enfants, vous voyez un peu. Donc, ça peut représenter la population algérienne. Là, ils ont le droit d'estimer la prévalence du diabète en Algérie. Est-ce que la notion est claire? Oui. Heureusement, vous êtes là. Je me disais peut-être il y a eu une coupure de la connexion, je ne vais pas répéter tout ça. Donc, c'est bon. Est-ce que c'est clair? Pour l'estimation de la prévalence.
parce qu'il ne suffit pas d'appliquer la formule. La formule est très, très facile. Mais la compréhension, c'est ça l'intérêt d'étudier ou bien de faire ces cours. Parce que même si vous pensez qu'il y a des logiciels, c'est pas la peine de... Mais la compréhension, elle vous permettra d'appliquer vraiment là où il faut. Enfin, votre test, etc., votre notion. Parce que ce n'est pas les calculs qui posent problème. Les calculs, c'est facile. Mais il ne faut pas se tromper sur déjà l'interprétation des résultats et puis l'utilisation. On ne peut pas utiliser toutes les formules là où on veut. Donc, il faut justement avoir un minimum comme ça de connaissances. Ça vous permettra de vraiment d'orienter votre réflexion. Donc, là, comme j'ai dit, j'ai mon P0. C'est très facile d'avoir le Q0 parce que c'est justement 1 moins P0. Donc, ça, c'est pas un problème. Et je le situe ici au centre et j'ai besoin de, par exemple, j'ai trouvé P0 égale 12. N'est-ce pas? Enfin, 12, ça veut dire 12%. Ça veut dire 0,12, n'est-ce pas? Donc, Q0 égale à combien? 1 moins 0,12. Et c'est combien? 1 moins 0,18. 0, Ah non. combien? Bon, rappelle. 78 ou bien 88? 88. 88. Donc, 0,88, n'est-ce pas? Donc, c'est 0,12 fois 0,88. Vous êtes d'accord? Oui. Divisé par N. N, c'est la taille de mon échantillon. N'est-ce pas? C'est ce qu'on a dit. N de l'échantillon. Donc, supposons j'ai pris 200 travailleurs. Donc, je fais 0,12 plus fois multiplié par 0,88 divisé par 200. Je fais la racine et j'ai déjà cette valeur. Très bien. Aussi, là, j'ai mis 1,96. Mais ce n'est pas vraiment, ce n'est pas ça la formule. La formule, c'est Z alpha sur 2. C'est Z alpha sur 2. C'est-à-dire, selon votre alpha, ça sera cette valeur. Alpha, vous allez, là, on parle de alpha, pas le alpha d'une façon générale de la table, c'est-à-dire la probabilité, mais alpha, c'est le risque d'erreur. Quand on fait une étude, on fixe d'avance notre alpha. C'est-à-dire, je peux tolérer quelle marge d'erreur. Et généralement, c'est 0,05, c'est-à-dire c'est 5%. D'accord? Donc, c'est pour ça, quand on parle d'intervalle de confiance, on parle d'intervalle de confiance à 95%. C'est-à-dire, si j'enlève le risque d'erreur, parce qu'il y a toujours un risque d'erreur, c'est-à-dire, le risque d'erreur, c'est que je suis en train de donner un résultat, de dire que c'est ça l'intervalle, mais avec un risque d'erreur de 5%. Voilà. Parce que même en prenant en considération cette valeur, ça, c'est ce que j'ai utilisé dans la formule. Bon, après, je vous montrerai pour Z alpha sur 2 comment j'ai eu les 1,96. Mais c'est ça le principe. C'est P0, regardez, P0 plus ce que j'ai calculé. Et là, c'est P0 moins ce que j'ai calculé. Ça veut dire que si tout ce que je calcule, ça va se situer peut-être dans les 0,5 ou quelque chose comme ça, j'aurais peut-être, là, je peux dire que la prévalence du diabète, par exemple, dans mon entreprise, se situe, sachant que j'ai pris 200 seulement, 200 travailleurs, un échantillon de 200. Et vous pouvez calculer. Essayez de, sinon je prends la calculatrice. Voilà, on a dit 0,12. Supposons que j'ai trouvé une prévalence de diabète dans mon échantillon de 12%, n'est-ce pas? Donc, fois 0,88 égale. Alors, ça, je vais le multiplier par 1,96
Les autres sont là. Vous êtes là? Vous ne dormez pas, j'espère. Oui, on est là. On est là, oui. Là, j'entends 3 voix. Les autres? Je suis là. On est là, on est là. Merci. Vous avez deviné que vous êtes la 4e. D'accord. Alors, donc 1,96. Alors, combien? 0, 0,2. Enfin, on peut dire 0,20. Donc, vous voyez un peu. Donc, ça veut dire que je suis dans les 0,2 à peu près. Ça, le résultat du calcul. Je peux prendre P0, ça veut dire 0,12, moins 0,2. C'est 0,2. Non, non, je n'ai pas fait la racine. Ah, c'est ça l'erreur, parce que c'est énorme. Ça devient... non, non, c'est pas ça. Là, je vous ai ramené le... Donc, on disait 0,2. C'était 0,2, n'est-ce pas? Et la racine. Comment on fait la racine? Où est-ce qu'elle est la racine? Je suis habituée au téléphone, là. Alors, voilà, voilà. Donc, 0,44. OK. Là, ça devient... Non, c'est pas logique. On s'est trompé quelque part. Ah, je ne suis pas divisée par 200. Mais vous ne suivez pas. Divisé par 200. Voilà. OK. C'est bon? Est-ce que vous avez compris le principe? Je prends la prévalence que je calcule. Je fais moins ce que je trouve là. Z alpha sur 2. Je vous montre c'est quoi le Z alpha sur 2. On revient à notre table. Loi centrée réduite. Alpha. On a dit, on démarre d'emblée, je connais mon alpha. N'est-ce pas? Donc, alpha, quand je détermine alpha 0,05, la moitié alpha sur 2, c'est la moitié de 0,05, n'est-ce pas? Donc, la moitié de 0,05, c'est 0,025. Et là, voici Z alpha sur 2, c'est 1,96. C'est comme ça que j'ai choisi le 1,96. Donc, à chaque fois que vous avez votre alpha 0,05, parce que c'est le plus utilisé, le risque alpha le plus utilisé. Rarement, les gens ont moins de marge d'erreur. Donc, il peut vous dire à un risque d'erreur de 1. Vous avez des calculs, là où il y a Z alpha sur 2, rappelez-vous, c'est le 1,96. Vous pouvez même le mémoriser comme ça. Z alpha sur 2, c'est 1,96 du moment que je suis dans le alpha 0,05. Si je change, par exemple, supposons que vous avez quelqu'un qui a choisi risque alpha 1%. La moitié de 0,01, c'est combien? C'est le 0,05. Donc, son Z alpha sur 2, c'est 2,57. Voilà. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Ça va, vous êtes fatigué? Il ne nous reste pas beaucoup, hein? Donc, il vaut mieux rester concentré après. Alors, donc, c'est clair? Après, je trouverai une valeur ici,
Ça veut dire que ma prévalence se situe entre ces deux valeurs. Et c'est ça l'intervalle de confiance. On l'appelle intervalle de confiance parce qu'il nous a, en quelque sorte, on peut dire ça, on est plus rassuré dans cet intervalle parce qu'il y a les fluctuations d'échantillonnage. Parce que dans cet intervalle, je suis confiante que la variabilité n'est pas due aux simples fluctuations d'échantillonnage. Donc, on est confiant, si vous voulez, on est d'une certaine manière avec des valeurs sûres. Donc, mais il faut vérifier, une fois que vous avez vos deux valeurs ici, il faut revenir et vérifier. Vérifier quoi? Vérifier que les conditions finalement étaient accomplies. Qu'est-ce qu'on a dit ici? NP. Moi, je n'avais pas P avant. Je n'avais pas P. Donc, je ne peux pas vérifier est-ce que les conditions sont respectées. C'est-à-dire NP supérieur ou égal à 5, NQ supérieur ou égal à 5. Donc, une fois je fixe mon intervalle, ça veut dire ça c'est P, mais ça aussi, ça sera, si vous voulez, P. Mais la marge inférieure de P. Et celle-là, c'est la marge supérieure de P. Donc, je prends les deux marges et j'essaye d'appliquer le calcul. Si tout va bien, le résultat dépasse 5, je dis que j'ai vérifié, regardez, les conditions d'utilisation du théorème central limite a posteriori. Je les ai vérifiées une fois j'ai eu les résultats. Vous voyez? Et même là, en vérifiant, je vois que ça ne dépasse pas 5, ce n'est pas supérieur ou égal à 5, j'annule. Ça veut dire que c'est bon, je ne prends plus cet intervalle parce que les conditions n'ont pas été respectées. Est-ce que c'est clair, cette notion? Donc, NP, c'est-à-dire P, celle-là, la première, j'applique NP, il faut que ça soit supérieur ou égal à 5. Et après, là, Q, c'est 1 moins cette valeur. Il faut aussi qu'il soit supérieur ou égal à 5. Et après, je vais à la deuxième valeur, la même chose. J'applique NP et je vérifie, est-ce que c'est supérieur ou égal à 5? Et la même chose, 1 moins cette valeur, ça fera NQ. Est-ce que c'est supérieur ou égal à 5 aussi? D'accord? Donc, c'est ça. C'est le P inférieur, le P supérieur, et je vérifie après, a posteriori. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire même quand on faisait les exos, à chaque fois, vers la fin, on a notre intervalle et on calcule, on dit les conditions ont été respectées, etc. Donc, supposons qu'on n'a pas eu un grand échantillon. On a eu des petits échantillons seulement. Donc, comment faire? Donc, dans le cas où NP est inférieur à 5, ou bien, parce que les deux, il faut que ça soit respecté pour les deux, si l'une des formules n'a pas trouvé le résultat à 5, donc ça veut dire qu'on n'a plus le droit d'utiliser cette formule. Donc, on passe à une autre solution, c'est les tables statistiques. Il y a des tables statistiques qui existent. Donc, vous avez votre P0, vous avez votre N, vous allez directement chercher pour trouver votre intervalle de confiance. Donc, ça, on ne va pas le faire, c'est facile. Donc, ce sont des… Donc, on termine en attirant votre attention que lorsqu'on choisit la taille d'un échantillon, il y a des formules qu'on peut utiliser. Donc, la plus connue, enfin, à mon avis, c'est… Et puis facile, parce que vous avez généralement toutes les données. Donc, vous avez Z alpha sur 2. On a dit, si vous décidez d'emblée que vous allez choisir le risque alpha 0,05, donc vous prenez directement 1,96. Donc, au carré. PQ, P c'est quoi? P, c'est la prévalence de la maladie ou bien du phénomène que vous voulez étudier, mais là, dans la population. C'est-à-dire, vous essayerez de trouver une valeur un peu, si vous voulez, un peu valable. Donc, bon, après, si vous ne trouvez pas, vous avez un document du ministère
0,17. D'accord, 0,17 fois Q. Q, c'est quoi? C'est 1 moins. Vous trouverez votre, on peut faire une petite simulation ici. Par exemple, on a dit, qu'est-ce qu'on a dit? 1,96 au carré. Voilà. Oh, ok. 1,96. Là, on met 7. Là, on mettra égal 1,017. Là, on mettra la précision, 0,05. Il faut toujours mettre égal ou bien plus, quelque chose qui comprenne que vous êtes en train de calculer. Bon, là aussi, si je mets plus, quel que soit, Excel, si vous mettez moins, X, plus, moins, égal, il comprend que vous voulez calculer, donc il vous calcule. Donc, 96, vous choisissez, pardon, ça, 2, ça veut dire au carré. Donc, on calcule. Donc, et après, on applique la formule. N égale 100 fois ça fois ça divisé par ça. Et vous avez votre échantillon. La taille de votre échantillon est de 216. OK? Est-ce que c'est clair? Donc, c'est une simple formule. Et vous avez toutes les données. Vous avez toutes les données, c'est facile à appliquer. C'est bon, c'était notre dernière diapo. Donc, si vous n'avez pas de questions, ça va? Je sais qu'il y a des parties, d'ailleurs c'est le cours, je pense c'est là où il y a c'est un peu compliqué, mais après, on va essayer de rester un peu, au moins de garder les principales notions, comme ça vous allez avancer. D'un cours à l'autre, vous allez vraiment apprendre des choses. Donc, Asma Tabbal a quitté. Vous avez quitté la réunion. Pourquoi vous avez quitté avant que je prenne les présences? Si, je suis là. Non, c'est un problème de connexion. Ah, c'est la connexion. Asma Tabbal, c'est toi? Je suis Non, là, c'est je suis là. Dr. Wagner. Tu es en train de me dire ils ont quitté, c'est bizarre.